Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le cours sur les relations binaires. Voici le plan du cours. Dans la première partie, nous allons définir ce qu'est une relation binaire. Ensuite, nous présenterons les principales propriétés des relations, la réflexivité, la symétrie, la transitivité et l'antisymétrie. Dans la troisième partie, nous verrons les relations d'équivalence. Et enfin, nous terminerons avec les relations d'ordre. Tout au long de la vidéo, le cours sera illustré par des exemples et des exercices corrigés pour vous aider à bien comprendre et à vous entraîner. On commence la première partie. Nous allons définir d'abord ce qu'est une relation binaire, donc soit E un ensemble non vide. On appelle relation binaire sur E toute partie R de E croix E. Une relation binaire R est alors une partie de E croix E, c'est-à-dire R est inclus dans l'ensemble E croix E. Je vais présenter maintenant une notation importante pour les relations binaires. On vient de voir qu'une relation binaire est un sous-ensemble de E croix E. Donc normalement, les éléments de la relation binaire, je peux les noter comme ça. Un couple XY appartient à R. Mais au lieu de faire cette notation, on va utiliser plutôt la notation comme ça, XRY. Et on peut lire X est en relation avec Y ou bien X est relié avec Y. Je vous donne des exemples maintenant. Donc, exemple, on prend R, c'est l'ensemble des couples 1, 2, 2, 1, 1, 1, et puis 1, 3. Alors, on a le couple 1, 2, appartient à R. Donc, on va noter 1, R, 2. C'est-à-dire 1 est en relation avec 2. De même, on peut écrire 2 est en relation avec 1, et aussi 1 est en relation avec 1 est en relation avec 3, mais on ne peut pas dire que 3 est en relation avec 1, ni 2 est en relation avec 2. Donc là, on va mettre comme ça. Voilà, ceci car le couple 3-1 n'appartient pas à l'ensemble R. Et aussi, le couple 2-2 n'appartient pas à l'ensemble R. Alors, on a vu qu'une relation binaire, en théorie, c'est un sous-ensemble de E croix E. Mais en pratique, ce point de vue n'est pas vraiment le plus utile. En fait, vous utilisez déjà des relations binaires depuis le primaire sans vous en rendre compte. Avec les exemples et les exercices qu'on va voir, vous allez vite vous habituer à cette notion. Et on passe maintenant à des exemples sur des relations binaires usuelles. Donc, le premier exemple, donc les relations inférieures ou égales, inférieur strictement égal, supérieur ou égal, supérieur strictement, sont des relations binaires sur R. Ensuite, si on considère E un ensemble, alors l'inclusion est une relation binaire sur P de E, c'est-à-dire sur l'ensemble des parties de E. Un troisième exemple de relation binaire, la division dans l'ensemble Z. Le symbole de la division est comme ça. Et cette relation est définie ainsi pour tout A et B dans Z. On dit que A divise B si et seulement si il existe K, un entier, tel que B c'est A fois K. Et on lit soit A divise B ou bien B est un multiple de A. Alors, la division, c'est bien une relation binaire sur Z. On a par exemple 2 divise 4, 3 divise 18, voilà, etc. Une autre relation binaire intéressante dans Z, c'est la congruence modulo n, avec n, un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Je rappelle que cet ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à 2. Alors, la congruence modulo n est définie ainsi. Pour tout A et B dans Z, A est congru à B modulo n, équivalent à dire qu'il existe K un entier tel que A c'est B plus n fois K. Bon, par exemple, on a 4 est congru à 2 modulo 2. Bon, pourquoi ça? Parce que 4 c'est 2 plus 2 fois 1. Ou bien 7 est congru à 1 modulo 3 parce que 7 s'écrit comme 1 plus 3 fois 2. Alors également, la relation de congruence modulo n est une relation binaire sur Z. Maintenant, je vais présenter un exemple issu de l'espace des fonctions. Maintenant, je vais présenter une relation binaire issue de l'espace des applications.
Donc, je vais définir pour tout f et g deux applications qui vont d'un ensemble E vers un ensemble f. F égale à g, équivalent à dire que pour tout x dans l'ensemble de départ, f de x égale à g de x. Donc, la relation égale est une relation binaire sur l'ensemble des applications qui vont de E vers f. Ensuite, une autre relation binaire célèbre sur l'espace des fonctions. Je vais la définir comme ça. Pour tout f et g, deux fonctions qui vont de R vers R, f inférieur ou égal à g, équivalent à dire que pour tout x dans R, f de x inférieur ou égal à g de x. Donc cette relation binaire inférieure ou égale sur l'espace des fonctions qui vont de R vers R signifie tout simplement que la courbe de la fonction f est située en dessous de celle de g. Et là également, la relation inférieure ou égale est une relation binaire sur l'ensemble des fonctions qui vont de R vers R. Donc ça, c'était des exemples de relations binaires qu'on peut qualifier de naturelles. Et je termine par un dernier exemple, mais cette fois-ci avec une relation binaire artificielle. Donc, je vais définir la relation ainsi pour tout x et y dans R, x, r, y, équivalent à dire que x au carré égale à y au carré. Donc, pour cette relation binaire, on peut dire que 1 est en relation avec 1. On peut dire que moins 1 est en relation avec 1. On peut dire que, par exemple, moins 2 est en relation avec 2. Mais, par exemple, 2 n'est pas en relation avec 3. Donc, pourquoi ça? Parce que 1 au carré, c'est 1 au carré. Et si moins 1 au carré est égal à 1 au carré, moins 2 au carré, c'est 2 au carré. Mais 2 au carré, c'est 4. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, 2 à la puissance 2 est différent de 3 à la puissance 2, ce qui fait que 2 n'est pas relié avec 3. Et on passe à la deuxième partie de ce cours, dans laquelle on va traiter les relations binaires réflexives, symétriques, transitives et antisymétriques. Je commence tout d'abord par la définition. Donc, soit E un ensemble non vide et R une relation binaire sur l'ensemble E. On dit que la relation R est réflexive lorsque pour tout x dans E, x est en relation avec x. Illustrons d'abord cette notion avec des exemples. Alors, pour la relation inférieure ou égale sur l'ensemble R, c'est bien une relation réflexive parce qu'on a pour tout x dans R, on a x est inférieur ou égal à x. Voilà, donc la réponse est oui. Ensuite, pour la relation inférieure strictement sur R, alors pour tout x, un nombre réel, donc on n'a pas x inférieur strictement à x, donc ça c'est faux. Donc ce qui fait la réponse est non. La relation n'est pas réflexive. On passe au troisième exemple, cette fois-ci pour l'inclusion dans l'ensemble des parties de E. Alors là, on a pour toute partie de E, on a effectivement A est inclus dans A. Donc la réponse est oui. L'inclusion est réflexive dans P de E. Maintenant pour la division, on a pour tout A dans Z, A divise A. Donc voilà, parce qu'il suffit de prendre ici K égale à 1 et on aura B égale à A fois 1. Donc A divise A. Donc la réponse est oui. La relation de la division est réflexive dans l'ensemble des entiers. Maintenant pour la même relation, la division, mais cette fois-ci dans N. Donc la différence, c'est que les éléments, on va les prendre dans N. Et on dit que A divise B dans N. S'il existe K, un entier naturel, c'est-à-dire dans l'ensemble N, tel que B est égal à A fois K. Donc de même, puisqu'on a pour tout A dans N, on a A divise A. Donc car on peut écrire A, c'est A fois 1. Voilà, donc le cas ici, on peut prendre K égale à 1 et la relation est vérifiée. Donc la réponse est oui. La division est réflexive dans N. Alors, on passe maintenant à la relation inférieure ou égale dans l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R. Donc, nous avons déjà vu la définition de cette relation. On a dit que f inférieur ou égal à g signifie tout simplement que la courbe de f est située en dessous de celle de g. Alors, on a pour tout f une fonction qui va de R dans R. On a f est inférieur ou égal à f. Donc, la réponse est oui.
Et on termine avec la dernière relation, c'est-à-dire x est relié avec y, équivalent à dire que x carré égale à y carré. Voilà, donc on a pour tout x dans R, x est en relation avec x, voilà, parce que simplement x carré c'est égal à x carré. Donc la réponse est oui, cette relation est bien une relation réflexive. Et on passe à la deuxième notion, c'est la notion de symétrie. Donc la définition est la suivante. La relation binaire R est dite symétrique lorsque pour tout x et y dans E, x est en relation avec y implique que y est en relation avec x. Illustrons cette notion avec des exemples maintenant. Pour la relation inférieure ou égale sur R, j'ai par exemple 1 est inférieur ou égal à 2, mais cela n'implique pas que 2 est inférieur ou égal à 1. Voilà, ce qui fait que cette relation binaire n'est pas symétrique, donc la réponse est non. Maintenant, pour la relation inférieure strictement sur R, donc de même, on a 1 inférieur strictement à 2, mais on n'a pas 2 inférieur strictement à 1. Donc là aussi, la réponse est non. Inférieur strictement n'est pas symétrique sur R. Maintenant, pour l'inclusion, alors je peux prendre également un contre-exemple. J'ai le singleton 1 est inclus dans R, mais cela n'implique pas que R est inclus dans le singleton 1. Donc ce contre-exemple montre que la relation d'inclusion n'est pas symétrique. Maintenant pour la division, là également on va fournir un contre-exemple. On a par exemple 1 divise 2, mais cela n'implique pas que 2. Donc là également la réponse est non. Ensuite pour la division dans n, donc via le même contre-exemple, la réponse est non. Et maintenant, pour la relation inférieure ou égale sur l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R, la réponse c'est non, la relation n'est pas symétrique. Et on va le justifier par le contre-exemple suivant. Donc je prends pour tout x dans R, la fonction f de x c'est exponentielle de x, et g de x c'est la fonction constante égale à moins 1. Alors, on a g est inférieur ou égal à f, car on sait que pour tout x dans R, exponentielle de x est supérieure strictement à 0. Du coup, la courbe de exponentielle est au-dessus de l'axe des abscisses, tandis que la fonction constante g est située en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la courbe de g est située en dessous de celle de f. Mais on n'a pas f inférieur ou égal à g. Donc là aussi, la réponse c'est non. Cette relation binaire n'est pas symétrique. Et on fait ensuite le dernier exemple. Donc là, si je prends x et y deux nombres réels, alors si j'ai x, r, y, alors on va avoir x carré égale à y carré. Alors on peut permuter, on aura y carré égale à x carré, ce qui signifie que y, r, x. Donc cette relation est bien une relation symétrique. Et on passe à une nouvelle notion. On dit que la relation binaire R est transitive lorsque pour tout x, y et z dans l'ensemble E, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Illustrons cela avec des exemples. Donc pour la relation inférieure ou égale sur R, c'est bien une relation transitive, car si j'ai x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, alors on peut dire que x inférieur ou égal à z. Donc la réponse c'est oui. Également ici, la réponse c'est oui, car si x inférieur strictement à y et y inférieur strictement à z, alors on peut conclure que x inférieur strictement à z. Donc la relation inférieure strictement est transitive sur R. Pour l'inclusion dans P de E, c'est la même chose. Si j'ai un ensemble A inclus dans un ensemble B, et l'ensemble B inclus dans un ensemble E, alors on peut conclure que A est inclus dans E. Donc la relation est bien transitive dans P de E. Maintenant pour la division, donc si j'ai A divise B et B divise C, alors, B est un multiple de A, donc il s'écrit sous la forme de K fois A. Et C, c'est un multiple de B, donc il s'écrit sous la forme B fois un certain K'. Donc, on va voir C
Je remplace ici B par K fois A et on va avoir A, K fois K'. Voilà, donc on peut dire que A divise C ou bien que C est un multiple de A. Donc je peux noter ici C est égal à A fois un certain K seconde. Avec K seconde, c'est K fois K'. Donc la réponse c'est oui. La division est bien une relation binaire transitive dans Z. Bon, pour la division dans N, c'est la même chose. Donc elle est transitive. On va voir la même justification. La seule différence, c'est qu'on va prendre A, B et C dans N et les entiers K et K' aussi dans N. Maintenant, pour la relation inférieure ou égale dans l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R, si on a f inférieur ou égal à une fonction g et g inférieur à une fonction h, alors pour tout x dans R, on va avoir f de x inférieur ou égal à g de x et g de x inférieur ou égal à h de x. Donc du coup, on va avoir pour tout x dans R, f de x inférieur ou égal à h de x. Et du coup, f est inférieur ou égal à h. Donc la réponse est oui. La relation est bien une relation transitive. Et on fait maintenant le dernier exemple. Alors là, si je prends x et y et z des nombres réels, si on suppose que x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors on va avoir x carré égale à y carré et y au carré égale à z au carré. Donc vu que la relation d'égalité est transitive dans R, alors on peut dire que x carré égale à z au carré, ce qui signifie que x est en relation avec z. Donc la réponse c'est oui. La relation R est bien une relation binaire transitive sur R. Alors, une relation binaire R est dite antisymétrique lorsque pour tout x et y des éléments de l'ensemble E, si x est en relation avec y et y en relation avec x, alors x égale à y. Illustrons maintenant ceci avec des exemples. Pour la relation inférieure ou égale sur R, pour tout x et y dans R, on sait bien que si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x, alors x égale à y. Donc cette relation est bien une relation binaire antisymétrique. La réponse est oui. Maintenant pour le second exemple, pour la relation inférieure strictement sur R, alors là il faut vérifier la proposition pour tout x et y dans R. Si x inférieur strictement à y et y inférieur strictement à x, alors x égale à y. Donc voilà, pour examiner cette proposition, je vais prendre la négation de la proposition P. Donc, pour la négation, c'est il existe x et y dans R. Alors, on sait qu'une implication P implique Q, c'est non P au Q. Du coup, la négation de l'implication, c'est, par les lois de Morgan, P et Q bar. Donc, la négation de P, c'est x inférieur strictement à y et y inférieur strictement à x et x différent de y. Alors, cette proposition affirme qu'il existe deux nombres réels tels que x inférieur strictement à y et y inférieur strictement à x, ce qui est bien évidemment faux. Donc la proposition est fausse. Du coup, la proposition P est vraie. Voilà, donc la relation inférieure strictement sur R est bien antisymétrique. Maintenant pour l'exemple de l'inclusion. Donc voilà, on sait que si A et B deux ensemble, A inclus dans B et B inclus dans A, ceci implique que A égale à B. Donc la réponse c'est oui. L'inclusion est bien une relation antisymétrique dans P de E. Pour la division dans Z, alors on a une propriété qui dit si A et B sont deux entiers, A divise B et B divise A. Alors ceci implique que la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Par exemple, on a moins 1 divise 1 et 1 divise moins 1, mais on n'a pas 1 égale à moins 1. Donc via ce contre-exemple, la relation n'est pas antisymétrique. Par contre, la même relation, mais cette fois-ci dans l'ensemble N, est bien antisymétrique. Donc on va le justifier. Je vais prendre A et B des entiers naturels. Je suppose que A divise B et B divise A. Alors, ceci implique qu'il existe K
et K' dans l'ensemble des entiers naturels n, tels que B est égal à A fois K et A est égal à B fois K'. Donc, ceci implique que B égale, donc je vais remplacer A ici par B fois K'. Donc, ça va faire B, K fois K' implique que B facteur de 1 moins K fois K' égale à 0, implique que B égale à 0 ou K fois K' égale à 1. Alors, si B égale à 0, donc puisqu'on a A, c'est B fois K', alors A aussi égale à 0. Donc B égale à 0 implique que A égale à B égale à 0. Ou ici K et K' sont des entiers naturels. Et si le produit de K et K' vaut 1, donc forcément K égale à K' égale à 1. Parce que dans l'ensemble des entiers naturels, les seuls entiers K et K' qui vérifient cette équation, c'est bien K égale à K' égale à 1. Et si je remplace ici K par 1, j'obtiens B égale à A. Donc, ceci implique que A égale à B. Donc la réponse est oui. La division dans N est bien antisymétrique. Par contre, la division dans Z n'est pas antisymétrique. Maintenant, pour inférieur ou égal, dans l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R, donc je prends F et G deux fonctions qui vont de R dans R, avec F inférieur ou égal à G et G inférieur ou égal à F. Donc ceci implique, voilà, je vais écrire, j'ai pas de la place, je vais écrire l'implication ici, que pour tout X dans R, alors puisque F est inférieur à G, donc on va voir F de X inférieur à G de X, et puisque G est inférieur à F, on va écrire G de X inférieur ou égal à F de X. Donc, puisque la relation inférieure ou égale est une relation antisymétrique dans l'ensemble des nombres réels, R, alors on va avoir pour tout X dans R, F de X égale à G de X. Ce qui signifie que la fonction F égale à la fonction G. Donc, la réponse est oui. Cette relation est bien antisymétrique dans l'ensemble des fonctions de R vers R. Et on passe ensuite au dernier exemple. Alors là, on va justifier que la relation R n'est pas antisymétrique en donnant un contre-exemple. Donc par exemple, G moins 1 est en relation avec 1 et 1 est en relation avec moins 1 parce que 1 au carré c'est 1 et moins 1 au carré c'est 1. Mais on n'a pas 1 égale à moins 1. Donc la relation n'est pas antisymétrique. Et maintenant, on passe à la troisième partie de ce cours. Il s'agit d'étudier les relations d'équivalence. Tout d'abord, on commence par la définition. Donc, on appelle relation d'équivalence sur un ensemble toute relation binaire, réflexive, symétrique et transitive. Donnons quelques exemples de relations d'équivalence. Donc, exemple numéro 1. On commence par la congruence modulo n dans Z, qui est définie comme suit. Pour tout A et B dans Z, on dit que A est congru à B modulo n, si et seulement si il existe K dans Z, tel que A égale à B plus n fois K. Et on prend ici n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors, montrons d'abord que cette relation est réflexive. Alors, on a pour tout A dans Z, A égale à A plus 0 fois n. Donc, pour tout A dans Z, A est congru à A modulo n. Ce qui signifie que la relation de la congruence modulo n est réflexive. Ensuite, on va vérifier que la relation est symétrique. Donc, on va prendre A et B, deux entiers relatifs, avec A est congru à B modulo n. Donc, il existe K un entier relatif tel que A égale à B plus K fois n. Donc, il existe K dans Z tel que B égale à A plus moins K fois n. Puisqu'on a moins K, c'est un entier relatif. Donc, par définition de la relation de congruence modulo n, on a B est congru à A modulo n. On vient de montrer alors que pour tout A et B des entiers relatifs, A est congru à B modulo n implique que B est congru à A modulo n. Ainsi, la relation de congruence modulo n est symétrique. Il reste à vérifier le dernier point, c'est-à-dire que la relation est transitive. Donc pour cela, on va prendre A, B et C, trois entiers relatifs. Alors,
on a A est congru à B modulo N et B est congru à C modulo N. Ça implique, par définition, il existe K et K', deux entiers relatifs, tels que A égale à B plus K fois N et B égale à C plus K' fois N. Ce qui implique, bon, je vais remplacer ici le B par C plus K' fois N. Donc, on va avoir A égale C plus K' N plus K fois N. Et on factorise par N et on va avoir A égale à C plus K' fois N. Donc, par définition de la relation de congruence, A est congru à C modulo N. On vient alors de montrer que pour tout A et B et C des entiers relatifs, si on a A est congru à B modulo N et B est congru à C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Donc, la relation de la congruence modulo N est une relation binaire transitive. La conclusion, la congruence modulo N, on vient de montrer que c'est une relation réflexive, symétrique et transitive. Donc, c'est une relation d'équivalence. Passons ensuite à un deuxième exemple. Donc, exemple numéro 2. Cette fois-ci avec une relation binaire artificielle qu'on a déjà vu dans la première et la deuxième partie qui est définie pour tout x et y dans R. On dit que x est en relation avec y si et seulement si x au carré égale à y au carré. Dans la partie numéro 2, nous avons démontré que R est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive. R est donc une relation d'équivalence sur R. On va ensuite définir une nouvelle notion qui est la notion de classe d'équivalence. Soit E un ensemble non vide, R une relation d'équivalence sur l'ensemble E et X un élément de l'ensemble E. On appelle classe d'équivalence de X pour la relation R et on note classe de X où voilà il y a aussi cette notation. Le sous-ensemble de E défini par la classe de X. C'est l'ensemble des éléments Y qui appartiennent à E tels que Y est en relation avec X. Bon, on peut aussi, au lieu de y est en relation avec x, on peut écrire x est en relation avec y, parce que R est une relation d'équivalence, donc elle est symétrique. Donc un point important, on ne peut parler de classe d'équivalence que si la relation binaire R est une relation d'équivalence sur l'ensemble E. Ensuite, l'ensemble formé par toutes les classes d'équivalence pour la relation R est dit ensemble quotient. On le note comme ça, E sur R. Donc, l'ensemble des classes d'équivalence, voilà, c'est l'ensemble des classes de X lorsque X parcourt E. On va proposer quelques exemples. Exemple numéro 1. Et on commence par la relation de la congruence modulo N qui est définie pour tout A et B dans Z. On dit que A est congru à B modulo N si et seulement si il existe un entier relatif K tel que A égale à B plus N fois K. Bien sûr, on prend N, un entier supérieur ou égal à 2. Nous avons vu que la congruence modulo N est bien une relation d'équivalence sur Z. On peut donc parler de classe d'équivalence pour cette relation. Donc, si je fixe x un élément dans l'ensemble Z, la classe de x, qu'on note souvent x bar, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à Z, tel que y est en relation avec x. Donc, c'est quoi ça? C'est l'ensemble des y qui appartiennent à Z, tel que il existe k dans Z, tel que y s'écrit comme x plus n fois k. Ce sont les éléments qui s'écrivent x plus n fois k lorsque k parcourt l'ensemble Z. Et pour l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation, au lieu de le noter comme ça, Z quotienté par la congruence modulo N, nous avons choisi cette notation qui est plus légère, Z sur NZ. Donc ça, c'est une notation. Ce qui signifie que Z sur NZ, c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence pour la relation congruence modulo N. Bon, on peut montrer que Z sur NZ, c'est la classe de 0, la classe de 1 et ainsi de suite jusqu'à la classe de N-1. Mais je ne vais pas démontrer ça dans le cadre de ce cours. Je préfère qu'on le traite comme un exercice. Donc, comme ça, l'ensemble Z sur 2Z, il contient deux éléments, la classe de 0 et la classe de 1. Pour la classe de 0, donc ce sont les éléments qui s'écrivent sous la forme 0 plus 2 fois k, avec k appartient à Z. Donc autrement dit, c'est l'ensemble des entiers pairs.
Pour la classe de 1, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme 1 plus 2k, avec k appartient à z. Donc autrement dit, c'est l'ensemble des entiers impairs. Pour z sur 3z, c'est la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Avec la classe de 0, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme 0 plus 3k, avec k appartient à z. Donc, ce sont les multiples de 3. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, pour le deuxième exemple, exemple 2, si on prend la relation définie pour tout x, y dans R, x est en relation avec y équivalent à dire que x carré égale à y carré, nous avons prouvé qu'il s'agit d'une relation d'équivalence. Et maintenant, on va déterminer la classe d'équivalence d'un élément x qui appartient à R. Par définition, la classe de x, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à l'ensemble R, tel que y est en relation avec x. Donc, c'est l'ensemble des éléments y qui appartiennent à R, tel que y carré égale à x carré. C'est l'ensemble des éléments y qui appartiennent à R, tel que y égale à x ou y égale à moins x. Donc, les éléments de la classe de x, c'est x et moins x. On peut aussi remarquer que si R est une relation d'équivalence sur un ensemble E, alors, pour tout x dans E, x appartient à la classe de x. Ce qui est tout à fait normal parce que pour tout x dans E, on a x est en relation avec x puisque la relation R est une relation d'équivalence, donc elle est réflexive, et donc x appartient à la classe de x. Un exercice. Voilà, l'exercice est le suivant. On définit sur l'ensemble R la relation binaire, voilà, R, pour tout x et y appartiennent à l'ensemble des nombres réels R. X est en relation avec y, équivalent à dire que x carré moins y carré égale à x moins y. Première question. Montrer que la relation R est une relation d'équivalence sur l'ensemble des nombres réels. Voilà, donc pour montrer que c'est une relation d'équivalence, il faut vérifier les 3 points. Il faut vérifier qu'elle est réflexive, symétrique, puis transitive. On commence d'abord par montrer que la relation est réflexive. Pour cela, on va prendre x, un nombre réel. On a x carré moins x carré, donc c'est 0. Donc c'est x moins x. Voilà, donc x est en relation avec x. Ainsi, pour tout x dans R, on a x est en relation avec x. Donc, la relation binaire R est réflexive. Vérifions maintenant que la relation R est symétrique. Pour cela, je vais prendre deux éléments, x et y dans R, avec x est en relation avec y. Donc, par définition de la relation, si x est en relation avec y, alors x carré moins y carré égale à x moins y. Donc, x au carré moins y carré égale à x moins y. Je vais multiplier cette égalité par moins 1. Donc, on va obtenir y carré moins x carré, c'est y moins x. Ce qui signifie que y est en relation avec x. Voilà, donc, pour tout x et y dans R, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Ce qui signifie que la relation R est symétrique. Il nous reste juste un point, c'est la transitivité. Donc pour cela, on va fixer trois éléments, x, y et z dans R, avec x est en relation avec y et y en relation avec z. Donc, par définition de la relation, on va avoir x carré moins y carré égale à x moins y. Et y carré moins z au carré, c'est y moins z. On va faire la somme des deux égalités. Du coup, on va avoir x carré moins y carré plus y carré moins z carré égale à x moins y plus y moins z. On simplifie ensuite par y carré et par y. Et on obtient que x carré moins z carré, c'est x moins z. Donc, x est en relation avec z. On vient donc de montrer que pour tout x, y et z dans R, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. La relation R est alors transitive. On fait maintenant la deuxième question. Donc là, on prend x, un élément de R. La question est déterminer la classe de l'élément x. Bon, je vais proposer deux méthodes pour la rédaction. Ce sont deux méthodes similaires, mais voilà, juste il y a quelques différences au niveau de la rédaction.
Donc la première méthode, je vais écrire la classe de x, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à R, tel que y est en relation avec x. Donc c'est quoi ça? C'est l'ensemble des y qui appartiennent à R, tel que y carré moins x carré égale à y moins x, égale l'ensemble des y qui appartiennent à R, tel que y carré moins x carré. Je déplace y moins x à gauche, donc on va avoir moins y moins x égale à 0. Ensuite, on utilise une inégalité remarquable. Donc ça, c'est y moins x fois y plus x moins y moins x égale à 0. Après, on factorise par y moins x. Donc on va avoir y moins x facteur de y plus x moins 1 égale à 0. Donc, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à R, tel que j'ai un produit égal à 0. Donc forcément, l'un des termes de ce produit est nul. Donc, on va avoir y moins x égale à 0 ou y plus x moins 1 égale à 0. Donc, cet ensemble, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à R, tel que y égale à x ou y égale à 1 moins x. Et du coup, cet ensemble, c'est x et 1 moins x. Donc voilà, donc ça, c'était la première méthode au niveau de la rédaction. Maintenant, on fait la deuxième méthode. Donc, je prends y, un élément de l'ensemble E. Et on écrit y appartient à la classe de x. Par définition, ceci est équivalent à dire que y est en relation avec x, ce qui est équivalent à dire que y au carré moins x carré égale à y moins x. Donc, ce qui est équivalent à dire que y moins x fois y plus x moins y moins x égale à 0. On factorise ensuite par y moins x. Donc, on va avoir y moins x facteur de y plus x moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que y moins x égale à 0 ou y plus x moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que y égale à x ou y égale à 1 moins x. Ce qui est équivalent à dire que y appartient à l'ensemble x, 1 moins x. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris y, un élément de la classe de x, et par des équivalences successives, on a montré que y appartient à cet ensemble. Donc, la classe de x est égale à cet ensemble. Voilà, donc, classe de x, c'est l'ensemble x, 1 moins x. Ensuite, nous allons démontrer une propriété intéressante sur les classes d'équivalence. Donc, la proposition est la suivante. Donc, E est un ensemble non vide. R est une relation d'équivalence sur l'ensemble E. On a alors, pour tout x et y dans E, x est en relation avec y, équivalent à dire que la classe de x égale à la classe de y. Donc, démontrons cette proposition. Alors, il s'agit là de démontrer une équivalence entre deux propositions. On va procéder par la méthode de la double implication. Donc, tout d'abord, nous allons démontrer l'implication directe, c'est-à-dire on va démontrer ce sens. On sait que pour démontrer cette implication, on doit supposer que x est en relation avec y et démontrer par des déductions successives que la classe de x égale à la classe de y. Donc tout d'abord, on va fixer x et y, deux éléments dans E, et on suppose que x est en relation avec y. Alors comme je viens de dire, le but sera de prouver que la classe de x égale à la classe de y. Donc je rappelle que la classe de x, c'est l'ensemble des éléments z qui appartiennent à l'ensemble E, qui sont en relation avec l'élément x, c'est-à-dire z en relation avec x. En particulier, la classe d'équivalence de x et la classe d'équivalence de y sont deux parties de l'ensemble E. Donc là, on veut démontrer l'égalité entre deux ensembles. On va suivre la méthode classique pour démontrer l'égalité entre deux ensembles. C'est la méthode des éléments. Donc pour cela, je vais prendre z, un élément de l'ensemble E, et on va écrire z appartient à la classe de x, implique que z est en relation avec x. Ce qui implique que z est en relation avec x, et d'après notre hypothèse, on a x est en relation avec y. Or, on sait que la relation R, c'est une relation d'équivalence. En particulier, elle est transitive.
Et on a Z en relation avec X et X en relation avec Y. Donc Z est en relation avec Y. Donc Z est en relation avec Y. La justification car R est transitive. Et par définition d'une classe d'équivalence, ceci implique que Z appartient à la classe de Y. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Z, un élément de la classe de X, et par des implications successives, nous avons montré que Z appartient à la classe de Y. Donc ceci montre que la classe de X est inclue dans la classe de Y. Puis, on montre de même que la classe de Y est inclue dans la classe de X. Donc j'ai la classe de X inclue dans la classe de Y et la classe de Y inclue dans celle de X. Donc on a l'égalité entre la classe de X et la classe de Y. Ainsi s'achève l'implication directe. On doit maintenant prouver le sens réciproque, l'implication réciproque. Pour cela, on commence par supposer que la classe de X est égale à la classe de Y. Et notre objectif sera de démontrer que X est en relation avec Y. Alors, on sait que Y appartient à la classe de Y. Voilà, c'est une remarque qu'on a déjà fait dans le cours. Je rappelle que ceci est dû au fait que Y est en relation avec lui-même parce que la relation est réflexive puisque c'est une relation d'équivalence. Donc, Y appartient à la classe de Y par définition d'une classe d'équivalence. Donc, puisque la classe de Y, c'est la classe de X, Y appartient à la classe de X. Et par définition d'une classe d'équivalence, cela signifie que X est en relation avec Y. On passe maintenant à la dernière propriété sur les relations d'équivalence. On commence d'abord par cette définition. Tout élément d'une classe d'équivalence est dit représentant de cette classe d'équivalence. Je vous donne des exemples. Bon, par exemple, pour la relation qu'on a étudiée tout à l'heure, qui est définie sur R par, pour tout X et Y dans R, X est en relation avec Y, équivalent à dire que X carré égale à Y carré. Donc, nous avons trouvé que la classe d'un élément X, c'est l'ensemble formé par l'élément moins X et l'élément X. Par exemple, la classe de 1, c'est moins 1 et 1. Donc, 1 est un représentant de la classe de 1. Et aussi, l'élément moins 1 est un représentant de la classe de 1. Par contre, pour la classe de 0, elle contient juste un seul élément qui est 0. Donc 0 est l'unique représentant de la classe de 0. Et on fait un deuxième exemple. Si je prends la relation de congruence modulo n, donc si on prend par exemple n égale à 3, nous avons vu que z sur 3z, c'est l'ensemble formé par la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Avec la classe de 0, donc elle contient tous les multiples de 3. Oui, donc parce qu'on a dit la classe de 0, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent 0 plus 3k, avec k appartient à z. Donc en particulier, on a par exemple 3 appartient à la classe de 0, 6 appartient à la classe de 0, aussi moins 3 appartient à la classe de 0. Oui, donc 3 appartient à la classe de 0, car 3 il s'écrit sous la forme 0 plus 3 fois 1. 6 il s'écrit sous la forme 0 plus 3 fois 2. Et moins 3 il s'écrit sous la forme 0 plus 3 fois moins 1. Donc 0, 3, 6, moins 3 sont des représentants de la classe de 0. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls représentants de la classe de 0, mais dans ce cas, il y en a une infinité de représentants parce que tout multiple de 3 est en fait un représentant de la classe de 0. Et voilà, ensuite on passe à la dernière proposition. Donc soit E, un ensemble non vide. R est une relation d'équivalence sur l'ensemble E. On note I, une partie de E contenant un et un seul représentant de chaque classe d'équivalence. La famille classe de X avec X appartenant à I est une partition de l'ensemble E. Donc avant de démontrer la propriété, je vais vous faire un petit rappel sur les partitions. On va voir c'est quoi une partition. Donc si I et E sont deux ensembles, et AI, une famille de parties de E, c'est-à-dire pour tout I dans I, AI est un sous-ensemble de l'ensemble E. On dit que la famille AI est une partition de E
Voilà, si les trois conditions suivantes sont vérifiées. Donc la première condition, pour tout I dans l'ensemble I, l'ensemble AI est différent de l'ensemble vide. La deuxième condition, pour tout I et J dans l'ensemble I, si I est différent de J, alors AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire les ensembles AI sont 2 à 2 disjoints. Et enfin, la réunion de I appartenant à I des AI est égale à l'ensemble E. Voilà, donc partition doit vérifier trois conditions. Tous les AI sont non vides. Les AI sont 2 à 2 disjoints. Et la réunion des AI, c'est l'ensemble E. Voici un exemple d'une partition. Par exemple, la famille formée par R étoile moins, le singleton 0 et R étoile plus est une partition de l'ensemble R. Voilà, car les trois ensembles sont non vides. Et les trois ensembles sont 2 à 2 disjoints. Par exemple, si je prends l'intersection de R étoile moins et du singleton 0, ça c'est l'ensemble vide. Ensuite, l'intersection de R étoile moins avec R étoile plus, c'est l'ensemble vide. Et l'intersection du singleton 0 avec R étoile plus, c'est l'ensemble vide. Donc les trois ensembles sont 2 à 2 disjoints. Et enfin, la réunion de ces trois ensembles est égale à R. Donc il s'agit bien d'une partition de l'ensemble R. Revenons alors à la proposition. Donc ici, pour l'ensemble I, on a choisi un unique représentant de chaque classe d'équivalence et on l'a mis dans l'ensemble I. On veut montrer que la famille classe de X, avec X appartenant à I, est une partition de l'ensemble E. Alors on fait la démonstration. Donc le premier point, on doit vérifier que ces classes d'équivalence sont tous non vides. Donc effectivement, on a pour tout X dans I, la classe de X est non vide, car pour tout X dans l'ensemble I, on sait bien que X appartient à la classe de X. Car comme on l'a justifié, on a X est en relation avec X, puisque la relation est réflexive, et du coup, X appartient à la classe de X. Donc le premier point est vérifié. Maintenant, pour le deuxième point, je prends X et Y dans l'ensemble I, avec X différent de Y. Et on veut montrer que la classe de X inter la classe de Y égale à l'ensemble vide. On va raisonner par l'absurde. Donc on suppose que cette intersection, l'intersection de la classe de X avec la classe de Y, est différente de l'ensemble vide. Donc elle contient au moins un élément. Donc il existe Z, un élément de E, tel que Z appartient à la classe de X inter la classe de Y. Donc, par caractérisation de l'intersection, on obtient Z appartient à la classe de X et Z appartient à la classe de Y. Ensuite, par définition d'une classe d'équivalence, on va voir X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Et puisque R est une relation d'équivalence, elle est transitive, donc on a X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Donc, X est en relation avec Y. Voilà, donc X appartient à la classe de Y. Donc, X et Y sont des représentants de la classe de Y. Or, X et Y appartiennent à l'ensemble I, et l'ensemble I contient un unique représentant de chaque classe. Donc, on va avoir forcément X égale à Y. Or, on a supposé que X est différent de Y. Donc, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire la classe de X inter la classe de Y, c'est bien l'ensemble vide. Et maintenant, il ne reste qu'à prouver le dernier point, c'est-à-dire on doit montrer que la réunion de X appartenant à I, des classes de X, c'est l'ensemble E. On va procéder par une double inclusion. Donc tout d'abord, on a pour tout X dans l'ensemble I, puisque la classe de X, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec X. Alors la classe de X, c'est bien une partie de E. Voilà, donc l'union des X appartenant à I
des classes de X est inclus dans l'ensemble E. Ainsi, on vient de prouver la première inclusion. Prouvons maintenant la deuxième inclusion, c'est-à-dire je veux montrer que l'ensemble E est inclus dans cette réunion. On va procéder par la méthode des éléments, c'est-à-dire je vais prendre un élément Z qui appartient à E et je vais montrer que Z appartient à cette union. Donc soit Z appartenant à E, on sait que Z appartient à la classe de Z. Or, il existe un élément Y qui appartient à I, tel que la classe de Y égale la classe de Z. Alors, l'élément Y, c'est quoi? C'est l'unique représentant de la classe de Z dans l'ensemble I. Ceci pourquoi? Car la classe de Z admet un représentant dans l'ensemble I. Et cet unique représentant, on l'a appelé Y. Voilà, donc Z appartient à la classe de Y. Donc, Z appartient à l'union des X qui appartiennent à I de classe de X. Ceci parce que la classe de Y fait partie de cette réunion. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un élément Z qui appartient à E et on a prouvé que Z appartient à cette union. Donc l'ensemble E est inclus dans l'union des X qui appartiennent à I des classes de X. Voilà, et pour la conclusion, E, c'est la réunion de X appartenant à I, classe de X. Et voilà, les 3 points sont vérifiés. Donc, l'ensemble des classes d'équivalence forme une partition de l'ensemble E. On passe ensuite à la dernière partie du cours. Il s'agit de l'étude des relations d'ordre. On commence par une définition. Donc, soit E, un ensemble non vide, R, une relation binaire sur l'ensemble E. On dit que la relation R est une relation d'ordre dans E lorsque R est réflexive, antisymétrique et transitive. Dans ce cas, l'ensemble E muni de la relation d'ordre R est dit ensemble ordonné. Ensuite, on dit que la relation R est une relation d'ordre total lorsque R est une relation d'ordre et en plus, elle vérifie pour tout X et Y dans E, X, RY ou Y, RX. Enfin, une relation d'ordre non totale est dite relation d'ordre partiel. Je vais donner quelques exemples. La relation inférieure ou égale dans R est une relation d'ordre. Voilà, en effet, on a pour tout X dans R, on a X inférieur ou égal à X. Donc la relation est bien réflexive. On a pour tout X et Y dans R, X inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à X implique que X égale à Y. Et enfin, on a pour tout X, Y et Z dans R. Si X inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à Z, alors X inférieur ou égal à Z. La relation binaire inférieure ou égale est alors transitive. Voilà. Et en plus de ça, on a pour tout X et Y dans R, X est inférieur ou égal à Y, ou Y est inférieur ou égal à X. Donc, la relation d'ordre inférieur ou égal est une relation d'ordre total. Donc ça, c'était le premier exemple. Présentons maintenant un deuxième exemple. Donc, la relation de l'inclusion dans l'ensemble des parties d'un ensemble est une relation d'ordre. En effet, on a pour tout A dans P de E, A est inclus dans A. La relation de l'inclusion est alors réflexive. Ensuite, on a pour tout A et B dans P de E. Si on a A est inclus dans B et B inclus dans A, alors A égale à B. La relation est donc antisymétrique. Et enfin, on a pour tout A, B et D dans P de E. Si on a A inclus dans B et B inclus dans D, alors on a bien A est inclus dans D. La relation de l'inclusion est alors transitive, donc il s'agit bien d'une relation d'ordre. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une relation d'ordre totale ou bien partielle? Voilà, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je trace ça, c'est l'ensemble E, et je prends A, une partie de E, c'est la partie en bleu, et B, c'est une autre partie de E. Alors, dans ce cas, on a A n'est pas inclus dans B,
et aussi B n'est pas inclus dans A. Donc, la relation de l'inclusion est une relation d'ordre partiel dans P de E. On va maintenant faire un exercice voilà, pour mettre tout ça en pratique. L'exercice est le suivant. On définit sur l'intervalle 0 plus l'infini la relation binaire R qui est définie comme suit. Pour tout x et y strictement positif, x est en relation avec y signifie qu'il existe un entier naturel n tel que y égale à x à la puissance n. Donc la première question, montrer que R est une relation d'ordre sur 0 plus l'infini. Tout simplement, on doit montrer que R est réflexive, antisymétrique et transitive. Donc commençons par montrer qu'elle est réflexive, soit x dans 0 plus l'infini. Alors, on a x est égal à x à la puissance 1. Donc, x est en relation avec x. Voilà, donc on a pris ici le n, c'est 1, et le y, c'est x. Donc, x est bien en relation avec lui-même. Ceci étant vrai pour tout x strictement positif, donc R est une relation réflexive. Ensuite, on doit montrer que R est une relation antisymétrique. Pour cela, on va prendre x et y, deux réels strictement positifs. Alors, x en relation avec y et y en relation avec x, ça implique qu'il existe n et p des entiers naturels, tels que y c'est x à la puissance n et x c'est y à la puissance p. Ça implique que y égale, je vais remplacer x par y à la puissance p. Donc c'est y à la puissance p, le tout à la puissance n. Ça implique que y égale à y à la puissance np. Donc puisque y est strictement positif, je peux introduire la fonction ln. Comme ça, j'aurai ln de y, c'est ln de y à la puissance np. Par les propriétés algébriques de la fonction ln, on va avoir np, ln de y. Donc, ce qui implique, voilà, on va factoriser par ln. Donc, ça va faire ln de y, facteur de 1, moins np égale à 0. Donc, ce qui implique que ln de y égale à 0 ou n fois p égale à 1. Donc, ce qui implique que y égale à 1 ou n égale à p égale à 1. Voilà, parce que n et p sont des entiers naturels dont le produit vaut 1. Donc forcément, n égale à p égale à 1. Alors maintenant, si y égale à 1, si je remplace y par 1 ici, j'aurai 1 à la puissance p, donc x va être égal à 1. Donc si x égale à 1, alors x égale à y égale à 1. Ou maintenant, si n égale à p égale à 1, donc en remplaçant ici par 1, ici par 1, on va avoir x égale à y. Donc dans les deux cas, on a x égale à y. Ainsi, la relation est une relation binaire antisymétrique. Il reste à montrer le dernier point, c'est la transitivité. Donc pour cela, on va prendre x, y et z dans 0 plus l'infini. Alors, x en relation avec y et y en relation avec z, ça implique qu'il existe n et p, des entiers naturels. Donc, puisque y est en relation avec x, donc on peut écrire y, c'est x à la puissance n. Et puisque y est en relation avec z, alors z, il s'écrit sous la forme de y à la puissance p. Donc, ça implique que z égale, et là, je vais remplacer y ici, par x à la puissance n. Donc ça va faire x à la puissance n à la puissance p. Ça implique que z, c'est x à la puissance np. On peut poser np égale à k. Et comme ça, on va avoir z est égal à x à la puissance k avec k appartient à n. Ce qui signifie que x est en relation avec z. On conclut donc que la relation R est bien transitive. Maintenant pour la conclusion. R est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Donc R est une relation d'ordre. Donc ensuite, dans la deuxième question, on nous demande de vérifier si R est une relation d'ordre total ou bien une relation d'ordre partiel.
Donc, je rappelle que relation d'ordre total signifie que pour tout x et y dans 0 plus l'infini, c'est l'ensemble de l'exercice, on doit avoir x, r, y ou bien y, r, x. Or, ici, je constate que pour tout n dans n, on a 2 est différent de 3 à la puissance n et 3 est différent de 2 à la puissance n. Donc, 3 n'est pas en relation avec 2 et 2 n'est pas en relation avec 3. Ça parce que 2 n'est pas une puissance de 3 et 3 n'est pas une puissance de 2. Et du coup, on ne peut pas comparer les éléments 2 et 3 par la relation R. Et du coup, on ne peut pas comparer les éléments 2 et 3 via la relation d'ordre R. Donc, la relation n'est pas une relation d'ordre total, c'est bien une relation d'ordre partiel. Conclusion, R est une relation d'ordre partiel.